Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez écrit des livres, des films, des chansons, une pièce que vous avez mis en scène et dans laquelle vous avez accepté de jouer. Il est sans doute des moments où vous finissez par vous demander qui vous êtes. Eh bien, au micro de Sud Radio, on va aujourd'hui le savoir. Bonjour Samuel Benchetrit. Bonjour. Alors, je vous avais reçu dans les clés d'une vie, je me souviens pour la 400e, pour votre roman. Et là, il y a une double actualité. On est à l'émission 1166, voyez, on a grandi depuis. Et il y a Asphalte 4, dont on va parler chez Grasset, et la reprise de Maman avec vous sur scène, qui est un événement au théâtre Édouard VII. Alors, bien entendu, il y a des choses sur votre vie que je voudrais savoir, à travers des dates. Et j'ai trouvé une date importante, c'est le 21 mars 2000, votre première télé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au Salon du Livre, porte de Versailles, on évoque la place du livre dans notre société et vous présentez Récit d'un branleur, votre premier livre, à l'antenne. Ah oui, je me rappelle pas du tout. Voilà. Pas du tout, je me rappelle pas. Et c'était à l'époque, est-ce que le livre est important? Est-ce qu'on lit encore aujourd'hui? La question se pose toujours. Et ce livre, Récit d'un branleur, vous évoquez Roman Stern, le héros. Ah oui, oui. Je me rappelle pas du tout. Pardon, hein, je me rappelle même pas du livre. Donc. Ouais, mais le livre, c'était quand même le confident des dingues, oui, et des dépressifs. J'étais très timide à cette époque et je démarrais et j'étais très très timide. Et j'écrivais des textes et c'est Dominique Bessner qui s'occupait de moi à l'époque, qui avait lu le texte, qui croyait beaucoup en moi, Dominique. Et il m'avait présenté à une éditrice chez Julliard, Betty Mialet, qui avait publié le livre. Mais alors vraiment, ça m'avait paru très fou de faire ce livre. Et c'était plutôt un livre sur la timidité, quoi, sur quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, donc qui écoute les autres parler. Oui, en même temps, il y avait l'histoire des plaintes. C'est vrai que tout le monde se plaint. La société des plaintes, c'était une trouvaille. Tout le monde se plaint. Oui. C'est vrai, tout le monde se plaint tout le temps. Ça peut changer notre vie de se plaindre ou de pas se plaindre, de décider de pas se plaindre. C'est un choix important dans une vie. Si on se réveille un matin qu'on se dit aujourd'hui je ne me plains pas, on va passer une meilleure journée, je crois. Hein. Je crois, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent comme vous. Non, parce qu'on se dit que les choses qui nous arrivent sont pour notre mal, qu'on est malmené, qu'on est torturé, alors que souvent c'est pour notre bien. Et ça dépend à quoi on se compare. La vie, c'est ça. Ça dépend à quoi on se compare. Si on se compare si on se dit tous les jours, il y a pire que moi, il y a des gens qui sont vraiment dans la merde, il y a eu des guerres, il y a eu tout ça, on passe plutôt une bonne journée. Si on se dit tous les jours, pourquoi je me réveille pas à Hawaï sur une plage ensoleillée, c'est sûr que ça rend pas très heureux, quoi. Le record du monde des plaintes, j'ai retrouvé un certain Larry Ruttman qui avait envoyé son boomerang, qui était revenu, qui lui avait défoncé le crâne, donc perte de mémoire. Il s'est plaint, il s'est fait un procès à lui-même, ah oui, et il a gagné. Les assurances ont dû rembourser, parce que le boomerang était en bon état, fonctionnait, ont dû rembourser ce pauvre homme. C'est un record aux États-Unis. Ah oui. C'est étonnant. Ouais. Alors, vous dites aussi dans ce livre que on ne fait que passer et que l'onglet à l'échalote se déguste bien chaud. C'est aussi votre façon de vivre, Samuel Benchetrit. Bah, l'onglet aux échalotes, froid, c'est dégueulasse. On est bien d'accord. Je le pense toujours, ça. Hein. Et sur les onglets, tirez les premiers. Non, mais c'est des petits plaisirs, quoi. Après tout, c'est vrai que des fois, moi, je me retrouve avec des gens que j'aime, à boire un verre ou à manger. C'est le bonheur absolu. Mais je sais pas si vous avez ça, vous êtes très jeune, mais en vieillissant, oui, on a quand même ce truc de recentrer le petit moment, quoi. Il y a quand même quelque chose de se dire, là, je me sens bien maintenant. Alors, ce livre, c'était le point de départ d'une carrière d'auteur et de scénariste. Et les livres, je crois que ça a été votre oasis dans vos jeunes années, Samuel Benchetrit. Bah, je voulais pas écrire de livre du tout. Pour moi, d'ailleurs, encore maintenant, je me considère pas du tout comme un écrivain. Pour moi, j'avais une image de l'écrivain. J'ai arrêté l'école très jeune, donc j'avais un complexe, une sorte d'imposture. Un écrivain, pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui avait fait de hautes études ou qui était un voyageur. Je trouve que les écrivains voyagent moins qu'avant. Puis j'ai découvert une littérature qui m'a plu, qui était une littérature de Bukowski, Fante, de gens comme ça, donc qui écrivaient sur leur quotidien et des livres drôles. Parce que je trouve que ça manque un peu d'humour, la littérature, ça se prend beaucoup au sérieux. Oui. Et pourquoi il y a tant de comédie au cinéma, il n'y en a pas en littérature, c'est étrange. Donc il y a encore cette chose sacrée et je voulais faire des films, moi, il n'y a que ça qui m'intéressait, c'était pas de faire des livres du tout. Oui, mais je crois que le goût de l'écriture, c'est une maîtresse à l'école qui vous l'a donné, Samuel Benchetrit. C'est vrai. En tout cas, elle m'a encouragé. C'était une dame dont je parle beaucoup dans le dernier livre qui s'appelait Madame Prévost, Odette Prévost. Je ne sais pas si elle est encore avec nous, mais j'aimais beaucoup cette femme et elle aimait l'école. Il y avait encore dans les cités HLM encore des budgets pour les professeurs. C'est dur pour un professeur aujourd'hui dans ces quartiers. Mais là, il y avait encore un peu un intérêt pour ces jeunes.
Alors ça la réjouissait de nous faire lire de la poésie, de nous parler de Baudelaire, de voir des élèves se planter. Donc du coup, on avait envie de lui faire plaisir parce que les élèves, d'abord, ils ont déjà envie de faire plaisir à leur professeur, je crois. Alors, il y a une histoire d'amour qui se crée comme ça. On a des fois l'impression même d'être le seul élève dans une classe de 30, comme il y a des enfants qui ont l'impression d'être fils uniques dans des familles nombreuses. Mais vous étiez en même temps très fort en rédaction. Et j'aimais bien les rédactions. Oui, j'aimais bien raconter des histoires. Mais c'est ce que je fais, d'ailleurs, on fait rien d'autre que ça, de raconter des histoires. Hein. Moi, j'aime bien les conteurs. J'aime bien les gens qui me racontent des histoires. Même complètement... D'ailleurs, plus elles sont folles, plus j'aime ça. Alors, il se trouve aussi que Champigny-sur-Marne, où vous êtes né, est une ville qui a un côté culturel. Il y a des statues prêtées par la ville de Paris. Il y a une maison qui vient de l'exposition universelle de 1889. Ça aide à aimer la culture. Je savais pas ça. Si, c'est un bâtiment, le pavillon scandinave. Ah, je savais pas, je connais pas. Ça a été Moi, construit. j'habitais, c'était pas tellement scandinave. Hein, c'était le HLM, oui, mais c'était pas encore la banlieue d'aujourd'hui. C'était un peu plus calme. C'était plus calme, mais il y avait quand même une certaine colère, une certaine violence aussi déjà, quand même, oui. Mais c'était plus calme, oui, bien sûr. Et à cette époque-là, quand vous arrêtez vos études à 15 ans, on vous oriente vers la carrosserie qui vous intéresse pas du tout. Oui. Ah, ça, c'était une connerie. Je voulais faire des films, moi. Alors, on m'a mis dans un truc de carrosserie. Oui. Je plains les mecs qui m'auraient confié leur bagnole parce que je connais rien. Bah, vous avez crié moteur autrement. Oui. Voilà, exact. C'est drôle, ouais. C'est vrai. Et vous avez fait des petits boulots pour vous en sortir. Ah oui, en fait, j'ai fait un apprentissage de photo. Parce que la photo, c'est ce qui se rapprochait le plus du cinéma pour moi. Alors, j'ai fait des apprentissages photo, mais j'étais mal payé. C'était sous-payé. Alors moi, je voulais faire mes courts-métrages le week-end, c'est ça qui m'intéressait. À l'époque, c'était du Super 8, fallait acheter ses cartouches, ça coûtait cher. Hein. Fallait économiser. Et en fait, oui, je faisais des boulots. Alors j'ai été coursier, beaucoup, je livrais des pizzas, puis je travaillais aussi dans un cinéma, le Balzac. Oui. Je faisais le ménage, hein. J'allais le tard, et je faisais la soirée, quoi. Et ça vous permettait de voir des films quand même. Et ça me permettait de voir des films, c'était un bon cinéma, ouais. Et d'ailleurs, l'un de vos films cultes, c'est celui-ci. Rocky, ça a compté pour vous, je crois, Samuel Benchetrit. Ah ouais, ça a compté. Mais c'est pas un film culte. Oui, c'est un film culte. C'est un bon film, Rocky. Hein. C'est un très très bon film. Et c'est un des joli. premiers que vous avez vu, je crois. Ouais, au cinéma avec mes copains. C'était des films un peu qu'on allait voir. On était complètement américanisés. C'est encore le cas d'ailleurs, mais bon. Après, on décide de moins l'être. Mais là, à cette époque-là, à la télé et au cinéma, c'était les films américains. Vous voyez, donc Rocky, il y avait un truc. Le lendemain, tout le monde faisait de la boxe, quoi. Exactement. Et alors, vous savez que ce film, en plus, Sylvester Stallone l'a écrit en espérant que ce serait un unitaire. Il avait même à la fin arrêté la boxe. Et il avait écrit le scénario. Et au départ, ce sont d'autres acteurs, Burt Reynolds, Robert Redford, qui ont été contactés. Mais ils étaient 2 fois plus chers que Rocky. Bien sûr. Et Stallone a accepté le film avec un cachet minimum et un intéressement. Et il a tout gagné. Oui. Et le film a coûté $1 million au lieu de $3 millions, je crois. Non, mais c'est un beau film, Rocky. C'est un très très beau film. Vous allez d'ailleurs plus au cinéma qu'à l'école à cette époque-là? Ouais, je passais ma vie au cinéma, mais c'était une obsession, c'est-à-dire j'étais obsédé par le cinéma. Il y a à un moment donné, ça devient une obsession, comme la plus grosse histoire d'amour que je vais vivre de ma vie. C'est-à-dire mais encore maintenant, le cinéma, ça m'obsède. Il y a des gens comme ça, on croise des gens comme ça. Il n'y avait pas très longtemps, j'ai croisé Claude Lelouch. Claude Lelouch, il est obsédé de cinéma, il est fou. Il vit que pour ça. Il vit que pour ça, c'est un malade, il est complètement malade. Il se réveille le matin, il met un film, et puis il aime les films des autres. Je me rappelle, un jour, il m'a téléphoné surexcité du Festival de Cannes. Il m'a dit, j'ai vu un film fou, L'inconnu du lac. C'était étonnant. Lelouch, il aime tous les films. Alors lui, c'est ça, quoi. Il y a des gens comme ça qui sont dingues. Il paraît que Piala aussi, il était fou de cinéma, il voyait tous les films, donc c'est merveilleux. Oui, mais Lelouch, en plus, c'est ce qui le maintient jeune d'aimer le cinéma. Oui, c'est vrai. Alors, et je crois que vous avez commencé très jeune, puisqu'à 16 ans, vous avez réalisé votre premier court-métrage, Samuel Benchetrit, c'était To Go Mad. Oui, c'est vrai, oui. Oh, c'était vraiment raté, complètement raté. Ah ouais. Puis ça, je me prenais au sérieux. Très prétentieux. Mais il faut être un peu prétentieux quand on est dans la merde. Il faut être très humble quand tout nous réussit. Oui. C'est un peu là ce que je dis à mes enfants. Ah ouais, j'étais prétentieux. Je filmais, je faisais un plan d'un verre et d'une bouteille et je me disais, je suis vraiment en train de réinventer le cinéma, quoi. Ça, pas un truc. Après, on recevait les rushs, c'était surexposé, c'était flou. C'était horrible. Et vous aviez à l'époque investi dans une caméra Super 8 qui coûtait très cher. Oui. Parce que Kodak les a inventées en 1965 pour les amateurs. Oui. Et ça coûtait encore une fortune. C'est mon père qui m'avait offert cette caméra. Très gentiment, alors qu'il n'avait pas beaucoup de fric. Et il avait trouvé une annonce dans le journal, à l'époque où on achetait encore les choses par annonce. C'était une caméra. Alors on était allé dans le pavillon d'un mec, et il y avait des photos du général de Gaulle partout. Et il m'avait donné sa caméra, il n'avait pas envie de la vendre, mais je pense que sa femme lui avait dit, tu la vends, en disant, cette caméra, mon petit, a filmé le général.
Alors j'avais une caméra qui avait filmé le général de Gaulle, et cette caméra, elle accélérait d'un coup. Donc elle passait de vitesse normale à ralenti. C'était complètement abstrait, quoi. Mais moi, j'avais une caméra qui avait filmé de Gaulle, quand même. Oui, quand même. Et ce film, qu'est-ce qu'il est devenu? Je sais pas. Eh ben voilà, ça je sais pas. Et c'est bien dommage parce que moi j'ai pas pris soin de mes affaires. Il y a des gens qui archivent tout, et moi dès que c'est fini, je n'ai aucune idée d'où sont. Je crois que j'ai dû sauver 2 claps, mais j'ai aucune idée d'où sont les choses que j'ai faites. J'ai rien. C'est le futur qui vous intéresse, jamais le passé? Je sais pas. Je ne sais pas où sont les choses. Les bobines, le matériel. Je crois que j'ai même pas un DVD dans de mes films. J'ai que dalle. Rien. Et ça vous pose pas de problème? Non, pas du tout. Et ce film, qu'est-ce que c'était, To Go Mad? Je sais plus. C'était l'histoire d'un type c'était très prétentieux. J'avais 16 ans. C'était l'histoire d'un type qui a des problèmes d'alcool et qui rencontrait le diable, qui lui proposait une partie de cartes. Oh, je sais plus. C'était abstrait. C'était fou. Bon, en tout cas, il y a eu d'autres films qui ont été plus réussis, même si vous ne le pensez pas, mais je suis sûr que vous le pensez. On va les évoquer à travers une autre date, le 27 janvier 2008. À tout de suite sur Sud Radio avec Samuel Benchetrit. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Samuel Benchetrit. Nous parlerons tout à l'heure des Chroniques de l'asphalte, numéro 4. Nous parlerons de Maman, que vous jouez avec Vanessa Paradis pour 20 représentations exceptionnelles au Théâtre Édouard VII. Et là, une date importante dans votre vie, le 27 janvier 2008. Ce jour-là, vous recevez aux États-Unis un prix pour ce film. J'ai toujours rêvé d'être un gangster est un film avec des types qui ont des collants sur la tête. Si vous Des êtes à types qui ont Salt presque Lake des flingues. City et vous au festival du film de Sundance, festival américain de cinéma indépendant, et vous recevez un prix pour ce film. Ouais, mais j'y étais pas. Ah bon? J'étais en banlieue. J'avais donné mon accord pour être dans un festival à côté de Lyon, là, une banlieue, dans une cité HLM, justement, je m'étais engagé. Et les producteurs m'avaient dit, mais t'es malade, on est prêt à Sundance. J'avais pas tellement envie d'aller là-bas. Et puis, j'attendais ma petite Saul, ma fille. Sa maman était enceinte et je voulais rester dans les parages. Et j'étais dans une chambre d'hôtel, vraiment, mais c'est marrant, la vie, des fois pourrie, quoi. Une sorte de Formule 1, un peu mieux, mais ce genre-là. Et à 3h du matin, j'ai un copain journaliste, Thierry Chaise, un journaliste de cinéma, qui m'a téléphoné, qui me dit, dis donc, t'as eu le prix du scénario à Sundance, c'est pas mal, et c'est génial, et tout ça et tout. Et j'étais vachement content dans ma petite chambre d'hôtel. Bon, voilà. Et C'est pas l'histoire du siècle, mais- vous avez reçu ensuite le prix, le trophée, on vous l'a remis, non? Ah oui, oui. Je sais pas où il a non plus. Voilà, celui-là. exact. Alors, Oui, il faut- c'était assez moche. C'était une sorte de truc en cristal. Hop. Pour l'histoire, ce festival du film de Sundance, au départ, ça a été créé en 1978 pour des films d'archives, et ça a démarré quand Robert Redford, qui habitait Oui. juste à côté, est devenu le parrain du festival. C'est ça, oui. Et c'est aujourd'hui quelque chose de très, très... Non, mais c'est un festival qui est, c'est tellement mythique. Sundance, c'est ça. On pense à Tarantino, on pense à ces gens-là qui ont démarré là. J'étais très heureux. C'était très joyeux, quoi. Oui. Et j'ai toujours rêvé d'être un gangster. C'est un film qui a eu un accouchement difficile. Au départ, c'est un film à sketch qui est né d'un projet annulé avec Roberto Benigni. Oui, en fait, c'est ça. Je devais faire un film. Je voulais faire un film avec Roberto Benigni que j'ai fait après chez Gino avec José Garcia, qui s'est planté le film. Mais j'ai fait du coup en attendant un petit. Mais c'est formidable les films en attendant. Ça, c'est un truc formidable. Un autre film, moi, que j'ai aimé faire, je sais pas si le film est réussi, mais qui est un film qui s'appelle Asphalt. C'est pareil, c'est un film que j'ai fait en attendant d'en faire un autre. Et ces films en attendant, ils sont intéressants, je crois. Alors, ce film, en plus, ça vous permettait d'évoquer le cinéma italien des années 60 que vous connaissiez par cœur, à force d'aller au cinéma. Je le connais pas par cœur, mais il était important dans ma vie puisqu'il a changé ma pensée. C'est toujours... moi, on fait le cinéma comme ça, puis on rencontre des gens. Moi, c'est souvent des femmes avec lesquelles j'ai vécu qui m'ont montré des films. Là, en l'occurrence, Marie, elle était fanatique de cinéma italien. Marie Trintignant. Elle le connaissait par son père et Jean-Louis aussi. Donc, ils connaissaient. Moi, je connaissais pas du tout. Moi, j'avais une culture de cinéma américain, de gangster, de Scorsese, de choses comme ça. Et puis, par ma mère, le cinéma français de Lelouch, de Sautet, de Piala, de ces gens-là, voilà. Et donc là, j'ai découvert le cinéma italien. Plus tard, par exemple, la mère de ma fille m'a fait découvrir le cinéma de l'Est, donc le cinéma russe de Tarkovsky, tout ça que j'ai adoré, ou japonais. Et donc ça, c'est formidable parce qu'on n'est pas prêt tout de suite à ça. C'est-à-dire, si j'avais vu, moi, des films de Bergman sortis de ma banlieue, je serais pas complètement passé à côté. Par exemple, d'ailleurs,
travaillant au cinéma le Balzac, il y avait des Stig Bergman, des Stig Cassavetes, je les trouvais chiants les films, j'étais pas prêt à ça, où j'avais pas la puissance, la maturité. Et le cinéma italien, c'était une vraie révolution parce qu'il y a tout ce que j'aime. C'est comme Fante, c'est-à-dire il y a une sorte d'humour dans le désespoir. Et je trouve que moi j'aime les choses qui me font rire. Et plus les gens sont désespérés, me font rire, plus je les aime, en gros. C'est un truc comme ça, quoi. C'est ça. Et en plus, ce film était un film à sketch. Vous aviez écrit une première version avec un ravisseur et un adolescent. C'était pas suffisant. Et il y a un film que vous avez vu ensuite qui a également été important dans votre vie. Les Affranchis de Martin Scorsese. Et là aussi, ça a été un déclic, Samuel Benchetrit. Ah ouais, mais ça, c'est à l'adolescence. C'est à l'adolescence dans ma cité HLM. C'est-à-dire qu'on regardait des films avec mes copains. On regardait toutes sortes de films. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, donc on se voyait, on réunissait chez un. Alors on voyait des films d'horreur. Je me rappelle même d'avoir vu des films porno avec mes copains. À plusieurs. Très bizarre. Mais vous savez, à l'époque, les films porno, on se cachait. Moi, je me souviens d'une soirée à la Cinémathèque, totalement passée à l'as dans les journaux, et qui était History of the Blue Movie, l'histoire du cinéma porno. Et bien, à 22h à la Cinémathèque, il y avait des ministres, des chefs de cabinet, qui étaient venus incognito, bien entendu. C'était une autre époque. Tant qu'ils n'avaient pas baissé leurs braguettes ce soir-là. Non, ça allait. Moi, j'ai pas vu, en tout cas. Non. La salle était noire. Oui. Non. Et puis donc après, il y a les films de gangsters, parce que mes copains, ils voulaient voir des films de gangsters parce qu'ils voulaient ressembler à Tony Montana ou Henry Hill des Affranchis. Et moi, c'est vrai que le parrain, le Goodfellas des Affranchis, j'y ai vu d'un seul coup un réalisateur, c'est-à-dire je me disais, il y a quelqu'un en plus. Et il y a le plus gros voyou de toute la bande, c'est un mec qu'on voit pas là. Et c'était Scorsese, oui. Exactement. Il se trouve qu'il y a une scène d'ailleurs où Tommy terrorise Henry, qui a été écrite à la suite d'un souvenir personnel de Scorsese, qui a été attaqué de cette façon dans Little Italy quand il était enfant. Oui. Scorsese, il se sert beaucoup de son enfance. Par exemple, il y a des choses magnifiques où il raconte la musique. Par exemple, la musique, il dit qu'il y en avait partout. Moi aussi, j'ai eu ça dans mon enfance, c'est-à-dire de la musique. Comme c'était multiculturel, si on faisait 300 mètres dans le quartier, on entendait du zouk, après on entendait un mec écouter du hard, après il y avait des rappeurs, après il y avait de la variété française. Enfin, il y avait une sorte comme ça de choses assez... Le silence était rempli de choses, de cultures différentes, oui. Et puis, alors, ce film a une histoire incroyable. C'est-à-dire qu'au départ, votre idée, et elle était très originale, Samuel Benchetrit, c'était de le faire financer par des mécènes. Ah bon? Oui. Je ne me rappelle pas de ça. Ah si, et vous avez trouvé un producteur qui a accepté que ce film se fasse en noir et blanc. Oui, j'avais un producteur. Je me rappelle pas du coup des mécènes, mais je voulais faire un film exactement comme on les fabriquait à une époque. C'était comme mon film de fin d'études, en fait. J'ai pas fait d'école, moi, donc je voulais faire mon film de fin d'études, donc un film libre, donc un film en noir et blanc, en pellicule, avec un son mono, un format carré. Et j'étais un peu chiant, mais le film, vous savez, le film avait marché. Alors ça, oui, mais surtout, c'était original, personne ne le faisait à l'époque. Ouais, alors dès qu'on fait un truc comme ça, on dit ouais, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça, parce que les gens n'ont pas beaucoup d'imagination pour nous mettre dans des cases. Mais c'est un souvenir magnifique, ce tour. J'avais adoré faire ce film. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont plus là, qui sont dans ce film. C'est fou, ce film, c'est un cimetière. Il y avait Arnaud et Bachung. Arnaud, Bachung, Rochefort, Terzieff, Valentino Valentini, Roger Dumas, Serge Larivière, ils sont tous, ils sont plus là. Et ça, heureusement qu'on a gardé la trace de ce film, alors que vous avez perdu. Celui-là, il existe. J'ai pas les bandes, mais il existe. Oui. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait fait venir la pellicule du Nouveau-Mexique. Ouais. C'était tellement rare. Parce qu'il fallait trouver des stocks entiers, et on n'en trouvait pas, et on avait trouvé un lot au Nouveau-Mexique. Ouais. Et je ne sais pas si vous le savez, Samuel Benchetrit, mais dans Les Affranchis, il y a un hommage à un film français, c'est-à-dire qu'il y a des images arrêtées, qui est un clin d'œil à Jules et Jim de François Truffaut. Oui, bien sûr. C'est étonnant. Oui, c'est vrai. Dans la narration aussi, oui. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que ce film est arrivé après Janis et John, où vous racontiez l'histoire des sosies de Janis Joplin et John Lennon, qui lui aussi avait été surprenant. Oui. C'était un peu ce premier film, je sais pas quoi en penser, je l'ai jamais revu de ma vie en fait. Déjà parce il s'est terminé dramatiquement, mais je sais pas, c'était un drôle de truc. Je sais pas, j'ai rêvé de faire des films toute ma vie, et puis celui-là, il a été tellement abîmé de l'actualité que il a été gâché. Mais c'était pas très grave en fait. C'était un détail dans cette histoire. Mais bon, personnellement, ça m'a touché. J'ai fait 3 premiers films qui étaient un peu des hommages, parce que je n'avais pas trouvé peut-être ma personnalité. J'ai toujours rêvé d'être un gangster, et chez Gino. Bon, j'ai pas une passion, mais j'ai de l'affection pour ces films. C'est comme des films d'école. J'ai déjà eu du cul d'avoir trouvé des producteurs qui ont mis un peu d'argent
Moi, la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que j'ai toujours eu des acteurs. Voilà, j'ai eu les acteurs, encore maintenant. Les acteurs, souvent, ils veulent bien travailler avec moi. Et ça, c'est une force inouïe. Ça vaut plus que l'argent, en fait. Exactement. Ouais. Oui. Et alors, Marie Trintignant, qui est dans ce film, moi, d'abord, effectivement, on pense à elle. Je suis fasciné car on parle toujours d'elle aujourd'hui. Nadine a fait un documentaire bouleversant, voici quelques années sur elle, et elle est restée dans la mémoire collective. Ah oui, c'est une grande actrice, c'est normal. Une très grande actrice, hein, une très très grande actrice. Et c'est vrai que moi, je me souviens l'avoir rencontrée quand elle était toute jeune chez sa mère. Et elle était toute timide, discrète. Et je ne sais pas s'il rêvait de faire ce métier. Je sais pas trop, je pense que oui, bien sûr, oui. Elle le faisait bien, en tout cas. En tout cas, ce qui est étonnant aussi, c'est le hasard ou le destin. Vous évoquiez Janis Joplin, et aujourd'hui, votre belle-sœur Alison Paradis, qu'on a reçue au micro voici quelque temps, évoque Janis Joplin au théâtre. Eh oui. C'est Elle étonnant. est formidable, sa pièce, d'ailleurs. Oui, elle marche très bien. Elle est formidable dans la pièce, oui. Le Ouais, manteau de elle Janis. est super, la pièce, ouais. Mais justement, c'est le hasard ou le destin Ouais, ça, après, c'est quand même assez large, hein. Janis Joplin, elle est un peu partout. Non, je sais pas. On peut voir des signes partout. C'est vrai. Ouais. En tout cas, ces films et cette pièce font partie de votre culture. Et votre culture, c'est aussi une culture populaire qu'on va évoquer à travers une autre date, le 5 avril 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Samuel Benchetrit. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Samuel Benchetrit. Nous parlerons tout à l'heure de votre retour au théâtre, de vos débuts au théâtre comme comédien. Mais là, le 5 avril 2023, il n'y a pas très longtemps, est sorti Les Chroniques de l'asphalte, tome 4 chez Grasset. Alors, il y a eu un tome 1, tome 2, tome 3, mais il y a longtemps. C'est pas 20 ans après, c'est 15 ans après. Ça a pris du temps de faire la suite. Les 3 premiers, un peu rapides, ouais. Et celui-ci, oui, j'avais pas fait depuis 12-13 ans. Parce que j'avais d'autres choses, et puis j'étais pas inspiré. Et puis parce que je m'installe nulle part, je veux pas avoir j'ai pas de compte à rendre. J'ai jamais signé un contrat avec des comptes à rendre ou des trucs. Je veux pas. Je veux être libre. Et là, ça m'est repris, en fait, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a eu des élections présidentielles et que ça retape toujours un peu sur les banlieues. Et que le sujet des Chroniques de l'asphalte, c'est de parler des cités HLM d'une autre façon, de raconter autre chose, sans dénigrer le fait, sans dire qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas de colère, bien sûr qu'il y a tout ça, mais il y a aussi autre chose, il y a d'autres personnes qui y vivent, il y a d'autres jeunes, il y a de l'amour, il y a de l'humour. Et donc, je sais pas, ça m'a repris. Je sais pas pourquoi. Alors, le premier volume, c'était en 2005, et à l'époque, les critiques avaient dit, c'est extraordinaire, il va raconter en 5 livres, vous avez déjà prévu 5 livres, les 30 premières années de sa vie. Non, ça, je sais pas pourquoi les gens ont dit ça. Ça, vraiment, ça a été un amalgame. J'ai jamais dit que c'était autobiographique et que je raconterais les 30 premières années de ma vie, parce que ça aurait été prétentieux de raconter ça. Non, je voulais vraiment raconter des histoires dans des cités HLM, dans les années 80. Quoi. Voilà, et en même temps, il y a eu un film qui s'appelle Alphalt. C'est-à-dire, 10 ans après les 3 premiers volumes, Samuel Benchetrit, vous avez adapté ces histoires au cinéma. Oui, c'est une adaptation très très large, puisque j'ai adapté juste 2 histoires et encore pas complètement, et j'en ai réécrit une 3e. Donc disons que c'est très inspiré des livres, mais c'est pas parce qu'on pourrait en faire beaucoup, puisqu'il y a à peu près une quinzaine d'histoires par volume. Oui, car ce sont presque des sketchs à chaque fois, oui. l'histoire. Et dans ce nouveau volume donc qui est sorti, on est toujours dans les années 80, et cette fois-ci, vos copains, la bande de l'asphalte, est confrontée à la culture et à l'art. Oui. C'est quelque chose auquel vous teniez. Oui, parce que en fait, chaque volume a une sorte de thème. Et là, c'est l'art, un peu sous toutes ses formes. C'est-à-dire, ça va de la danse contemporaine au théâtre, au cinéma, en passant par la variété française. Oui, parce que je trouve que c'est quelque chose qui a un peu disparu. C'est-à-dire que dans mon enfance, il y avait encore beaucoup de culture. C'est-à-dire que, par exemple, là, on vient de faire une tournée avec ma pièce de théâtre. On n'est pas allé jouer une seule fois dans une cité HLM. On a joué dans des banlieues, mais des banlieues un peu chics. À l'époque, on voyait les gens vraiment venir dans les quartiers. Il y avait une culture, il y avait encore des budgets en fait pour ça. Comme il y avait des budgets, on le disait, pour l'éducation nationale, pour le sport. Et c'est quelque chose qui s'est un peu effondré. Et donc je voulais raconter cette bande de jeunes confrontés à l'art et surtout à l'émotion que ça leur procure. Bien sûr, et à des histoires du quotidien. Et il y a une chanson qui a été un grand succès, qui est au cœur des premiers chapitres.
Daniel Balavoine, qui a failli arrêter le métier en 1975 parce que son disque ne marchait pas, et puis il y a eu le chanteur. Et surtout, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que son fameux accident, il ne devait pas monter en hélicoptère. Il est monté en dernière seconde parce qu'il y avait une place. Oui. C'est le destin. Ah oui, c'est le destin. C'est terrible. Et cette chanson, La Ziza, elle est au cœur parce que finalement, il y a un clip qui est tourné et vous faites... Un de vos personnages doit être dans le clip. C'est ça, ouais. Il y a un des personnages il cherche des figurants, des mômes pour jouer dans le clip. Il cherche surtout des mômes qui vont aller en vacances au Maroc l'été pour pas avoir à payer le billet d'avion. Et il y a un des mômes de la cité qui est choisi, donc qui provoque une sorte de jalousie, d'envie des autres. Mais ça va pas se passer finalement comme il l'avait espéré. Mais en même temps, est-ce que ça existait dans les banlieues, cette jalousie, le fait de vouloir être une vedette, d'être Stallone ? Ah, je pense que ça existe encore, c'est-à-dire qu'il y a encore des mômes qui veulent être... Il y a des modèles, il y a encore des mômes qui veulent ressembler au rappeur qu'ils admirent, à l'acteur ou à l'actrice qu'ils admirent. Bon, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'il y a les réseaux sociaux maintenant, donc tout le monde avec son téléphone peut dans sa chambre se filmer, se confier, raconter des conneries ou dire des choses merveilleuses. Donc à l'époque, il y avait moins de médias, moins d'accès, il y avait 4 chaînes de télé, la radio, fallait repiquer, c'était plus rare, on va dire. Aujourd'hui, c'est... Mais bon... Coppola, il dit une phrase que j'adore. Francis Coppola, il dit « Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de faire un film, mais c'est de plus en plus dur de faire un film. C'est-à-dire que plus que jamais, il faut avoir quelque chose à raconter. Donc, il y a aussi cette chose-là. Qu'est-ce qu'on a à raconter ? Mais moi, je suis assez effaré par Par exemple, sur Google Actualité, vous voyez ce truc qu'on a tous là sur le téléphone, sur les smartphones, il y a l'actualité. En divertissement, je suis anéanti de la connerie de ce qu'on a tous les jours. Apparemment, en plus, c'est les trucs les plus lus. C'est que des trucs de télé-réalité, d'émissions de télé de merde. Mais c'est incroyable de voir là. C'est fou, en fait. Et c'est en divertissement, ça devrait être écrit je sais pas, en conneries, quoi. C'est absurde. C'est que des fausses révélations, faut cliquer, accepter des... Enfin, c'est la foire du trône, ce truc, quoi. Ça s'appelle le buzz et on sort une information totalement erronée. Vous savez, Pierre Lazarev, qui était directeur de François, disait une information et son démenti, ça fait 2 informations. Sauf que le démenti, on le voit jamais. Non, mais c'est complètement fou. Là, avec Vanessa, par exemple, on a fait de la promo. Alors, on a fait un truc où Vanessa, elle a dit... on avait peur sur scène, ça peut être compliqué. Le lendemain, leur couple en danger, c'est compliqué. Voilà. Non, mais ça, c'est un art à la limite. Bon, enfin, ça, après, c'est un truc, je comprends très bien, mais ça prend vraiment les gens pour des cons, ça leur prend de l'espace. C'est terrible, quoi. C'est terrible, ouais. Mais d'ailleurs, dans le côté scandale, l'un des premiers, et vous l'évoquez en filigrane dans ce livre, Samuel Beckstreet, c'est le jeu de la vérité où Chantal Goya a pété les plombs. Non, elle s'est fait avoir parce qu'en fait, on la voit à l'image en train de faire des signaux à une dame qui est une fausse dame qui répond au téléphone, une fausse institutrice, et elle fait des signes à la foule qui est devant, aux enfants qui la regardent. Parce qu'elle avait vraiment l'air de péter les plombs. Ah mais oui, mais c'est faux. En fait, elle regardait les jeunes devant, mais la caméra qui voulait la piéger, n'a pas montré cette scène. Et elle l'a payé très cher. Et la vérité a éclaté. Donc vous voyez, déjà à cette époque-là, ça existait. Ouais, c'est vrai. Bon, je savais pas, mais... Alors, effectivement, dans ce tome 4 de l'Asphalte, vous évoquez aussi les séries télé comme celle-ci. Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leur... Agence Tourisque. C'est vrai que Agence Touriste, K2000, ça a bercé les jeunes années de vos personnages et peut-être les vôtres, Samuel Beckstreet. Bien sûr, je regardais ça comme un malade. Moi, j'aimais bien ces trucs-là, la télé. Et puis, il fallait être dans le coup, quoi. Il fallait bien regarder ça, sinon on n'avait rien à se dire. On faisait pas partie, on était exclus. Moi j'aimais bien, c'était l'après-midi, ça passait l'après-midi, il y avait toutes ces séries qui passaient, là, les K2000, l'Agence Touriste, Starsky Hutch, tout ce truc-là, j'adorais ça. Et d'ailleurs, le personnage du colonel Decker, qui était joué par Lance Legault dans l'Agence Tourisque, en fait, il avait commencé sa carrière comme sosie d'Elvis Presley dans les musicals américains. Ah d'accord. Je comprends, je vois, ouais. Alors, il se trouve aussi que ça voulait dire, et en tout cas c'est dans ce livre, des casses de voitures, des poursuites dans les parkings, ça faisait partie des jeux aussi de la banlieue à cette époque-là. C'était notre décor. Le décor, c'était ça, c'était les zones. D'ailleurs, moi encore maintenant, je suis très mélancolique de ça. Ça fait marrer mes copains. Moi, je suis pas du tout mélancolique. Enfin, moi, si la nuit, je suis en bagnole et que je roule et que je vois une zone active éclairée, un parking, ça me fait un frisson. Or, on me dit, regarde, il y a des néons, tu dois être content là. Donc, c'est vrai que c'est des paysages qui sont des paysages de mon enfance. Donc, je suis né là. Voilà, c'est comme ça. Et puis en même temps, il y avait les casses des voitures, on cassait des choses, mais c'était sans conséquence. Non, les casses des voitures, on allait jouer dans les casses. Non, mais moi, j'ai pas le souvenir
Bien sûr qu'il y a une violence, de toute façon, elle est dans le livre, elle est là. Il y a des violences dans les familles tout au long du livre, mais encore une fois, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est la tendresse, c'est de raconter, c'est un môme où qu'il soit dans le monde, il a envie d'être heureux, voilà, où qu'il soit dans le monde. Il a envie d'être heureux, il n'a pas envie d'être triste, il a envie d'être amoureux, il a envie de faire du sport et de regarder des films, en fait. Donc c'est ça dont je parle, moi. Voilà. Et en même temps, pour être heureux, il y a aussi les premiers jeux vidéo. On n'imagine plus ce que c'était, mais déjà, à votre époque et dans ce livre, il y a les premiers jeux vidéo qui ont fait le bonheur des jeunes. Oui, alors moi, j'ai pas été branché jeux vidéo, j'en avais pas, mais je les ai vus, ouais, je les ai vus. C'est marrant parce que mes enfants non plus, j'ai essayé de les forcer. Moi, j'ai essayé à mon fils de lui donner ce que j'ai pas eu, donc de lui acheter des consoles, des trucs, mais il a jamais voulu. Ouais. En même temps, il y avait déjà le cinéma, parce que il y a un film que vous évoquez, et vous n'en parlez pas souvent, mais est-ce que c'est vous qui le voyez ou un de vos personnages? C'est Terminator. Terminator, bien sûr, je l'ai vu, super Terminator. Terminator, oui, c'est un... Je sais pas. Après, la science-fiction, moi, c'est pas trop mon domaine, j'y connais pas grand-chose, mais c'était un film impressionnant, quoi. C'était très bien fait, c'est les premiers effets spéciaux. Il y avait un truc un peu étonnant, ouais. Et puis la danse contemporaine vue de la banlieue, c'est assez étonnant, parce que il y a une salle dans ce livre, la salle Yuri Gagarin, oui, qui montre des spectacles de danse contemporaine. Et je suis pas sûr, dans les banlieues, on en voyait beaucoup à l'époque. Bien sûr que si. Ah bon? Bien sûr que si. Régine Chopineau, Cella, tout ça, ils étaient là, bien sûr. Moi, je me rappelle le spectacle de Chopineau. Puis il y avait surtout des danses sans Yuri Gagarin. Il y avait des cours, ça ressemblait un peu au centre du Marais, quoi. Il y avait des cours de danse contemporaine, des cours de danse africaine, de danse orientale, de jazz fusion, je sais pas quoi. Il y avait des danses, bien sûr. Il y avait une sacrée vie communautaire. J'imagine qu'il y a encore des endroits où il y a des cours et tout ça, parce que les gens vivent. Mais c'est pas de ça dont on parle, c'est ça que je trouve dommage. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut en parler dans ce livre. De même, vous évoquez quelqu'un qui était l'idole des jeunes à ce moment-là, c'était Smaïn, qui avait fait ses débuts à cette époque-là. Oui, je voulais absolument écrire. C'est la première nouvelle que j'ai écrite, Smaïn, parce que Smaïn était très important. J'ai beaucoup d'affection pour Smaïn. Je le connais pas, hein, je l'ai jamais même croisé dans ma vie, sauf à ses spectacles, parce qu'il venait jouer dans les cités. Et on était fans parce qu'il était très drôle. Et puis, c'était un peu le premier, c'était un précurseur de quelque chose. C'était une époque quand même où il y avait Smaïn, en même temps que Touche pas à mon pote, en même temps que l'ANC, Mandela, les trucs. Donc, il y avait une sorte de... On servait à quelque chose, on se disait, il faut qu'on aille manifester pour Mandela. Et puis Smaïn, on allait voir Smaïn le samedi soir qui imitait des gars du coin. Comme ça s'est beaucoup fait après. Alors on en a, voilà, donc c'était quelque chose d'assez joyeux, oui. Et Smaïn, qui a une spécialité, vous tentez de le coller sur la télé des années 50, c'est impossible. Il connaît par cœur toutes les émissions, tous les noms des animateurs. Ah oui, ça faire des matchs avec lui, il est étonnant. Oui. Et puis, vous évoquez aussi la mort de Coluche à travers une scène. Car Coluche aussi, la mort de Coluche a été un événement, un triste, mais un événement quand même. On sait tous où on était quand Coluche est mort. Oui, c'était un événement incroyable, puisqu'il était tellement au sommet, en plus, quelques mois après Balavoine. Il était tellement au sommet de quelque chose, c'était le début des Restos du Cœur, il était très présent. Et je sais pas, il y avait quelque chose c'était des gens qui étaient entrés dans notre salle à manger, en fait. Ils étaient à la maison, quoi. Et puis, il y a une machine Olympia dans ce livre. Est-ce que vous écriviez vos livres à la machine Olympia, ou à la main, ou à l'ordinateur? Non, j'écrivais pas encore, mais j'ai eu une machine à écrire que j'avais trouvée comme le personnage, là. Oui. Et j'adorais. Alors j'écrivais tout sur cette machine. J'écrivais à mes parents, quoi. Ma mère me disait, c'est prêt, viens manger. Je répondais, j'arrive. Dans 30 secondes, je disais le mot. Elle me disait, mais c'est hyper chiant, tu vas nous parler comme ça maintenant. Alors j'écrivais comme ça des trucs tout le temps. J'adorais. Eh ben voilà. Et en tout cas, je recommande ce livre à celles et ceux qui nous écoutent, parce que c'est la chronique d'une époque. Et un autre événement dans votre vie, c'est celui qui se passe actuellement. On va l'évoquer à travers une autre date, le 21 avril 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Samuel Benchetri.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Samuel Benchetrit. Nous avons parlé de vos débuts, nous avons parlé de ces chroniques de l'asphalte numéro 4, en attendant le numéro 5, bien sûr, parce qu'il y aura un numéro 5, c'est certain. Et là, un grand événement, depuis le 21 avril 2023 et pour 20 représentations exceptionnelles, vous êtes au théâtre Édouard VII pour Maman, une pièce que vous avez écrite, mise en scène et que vous jouez maintenant avec Vanessa Paradis. C'est quand même une première parce que sur scène avec votre femme à la reprise, c'était pas ce qui était décidé au départ. Non, c'était pas prévu. C'était Eric Elmostino qui l'a fait vachement bien d'ailleurs à Paris. Et puis il a pas pu faire la tournée, donc du coup j'ai cherché un autre acteur, j'ai pas trouvé. C'est sérieux, hein, j'ai cherché, mais bon, trouver un acteur pour faire une reprise, c'était vraiment pas facile. Entre un acteur qui était disponible, un acteur qui me plaisait, tout ça, ça n'avait pas rentré. Puis à un moment donné, les agents, tout ça m'ont dit fais-le-toi. Ça m'a un peu inquiété. J'avais jamais fait de théâtre. Et puis finalement, on l'a fait, et c'était assez merveilleux, oui. Et l'apprentissage du théâtre, c'est très différent du cinéma ou de la télévision. Oui, c'est très différent. C'est des choses qu'il faut réussir à dompter, qu'on dompte jamais vraiment. C'est assez incroyable en fait, puisque moi j'ai un trac terrible, vraiment terrible. D'être en plus avec ma femme sur scène, c'est aussi quelque chose. Il faut faire attention à nous. Après, bon, c'est une pièce d'amour, c'est un couple qui s'aime, donc on n'était pas en danger de ce qu'on allait se balancer tous les soirs, au contraire. Mais on aime jouer, il faut aimer jouer. En fait, voilà, il faut aimer jouer. Vanessa, elle aime tellement jouer. Moi, je me colle sur son rêve d'enfance à elle. Moi, j'ai pas eu ce rêve d'enfant. Je voulais faire des films. J'ai pas eu le rêve d'enfant d'être acteur. J'ai plus interprété des réalisateurs jeunes que des acteurs. Elle, Vanessa, elle a tellement eu envie de ça que je me calque sur son rêve à elle et ça m'amuse. En même temps, elle était d'accord au départ pour que vous repreniez le rôle, ça lui a pas fait peur ? Si, ça lui a fait peur. D'accord, oui, c'était pas une question de... Elle était d'accord, mais après, ce qui était joli, c'est qu'elle a eu plus confiance en moi que je l'ai eu en moi-même, puisque moi, franchement, je me serais pas donné le rôle automatiquement. Sinon, je me le serais écrit dès le début. Et puis, mais dès le début, on sent tout de suite, dès le début, on s'est amusé à répéter tout de suite. Et puis il y a un soutien. Moi je considère qu'entre un mari et une femme, il y a toujours le soutien du regard de l'autre. Je me souviens dans un genre différent de Édith Piaf et Théo Sarapo. Édith Piaf regardait Théo Sarapo quand il chantait, elle l'encourageait à chanter. Oui. Et je suis sûr qu'il y a cette complicité entre vous deux. Oui, c'est vrai. On joue beaucoup dans les yeux de l'autre. On oublie ça d'ailleurs. On oublie, quand on se prépare à jouer, on a peur, on se dit ça va être terrible. Le public... ça, et en fait, le public, on le voit pas, et la seule chose qu'on voit, c'est les yeux de son partenaire. Voilà. Et les yeux de son partenaire, s'ils sont bienveillants, et là, c'est plus que le cas, et Vanessa et aussi les deux autres, parce qu'il y a Gabor Assov, qui est, moi, mon ami presque d'enfance, et le jeune Simon Thomas, qu'on adore. Là, il y a des yeux qui sont tellement pleins d'humanité que c'est assez facile de s'y accrocher. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le sujet, on est la nuit dans une ville, une femme attend son taxi, elle est dans un manteau de fourrure, un jeune homme passe devant elle, la dépasse, il revient, et il lui pose une question. Et tout ça, c'est le point de départ de la pièce. Oui, il la prend pour une prostituée, ce qu'elle n'est pas du tout. Et elle, en fait, elle va le prendre pour autre chose. Et c'est le point de départ de la pièce, oui. Comment est venue cette idée, Samuel Benchetrit ? Le premier acte, je l'avais écrit il y a 20 ans, au moins. J'avais écrit une pièce pour Jean-Louis, -2, et j'avais pensé à ce sujet parce qu'un jour, j'ai toujours aimé regarder les prostituées dans la rue. D'ailleurs, la première fois que je suis allé avec une fille, c'était avec une prostituée, qui ressemblait d'ailleurs un peu à une femme, un peu comme ça. J'étais très timide, et j'ai couché très tard avec une fille, et j'ai un copain, un abruti de cité, qui m'avait dit « Si tu couches pas avec une fille avant 18 ans, tu seras handicapé en fauteuil roulant. » Alors, je savais que je serais pas handicapé, mais il m'avait quand même mis un truc. Alors, j'avais repérer une prostituée à Pigalle, à l'époque où il y avait encore des prostituées, qui était plus âgée que les autres. Bon. Et je voulais pas aller avec une petite jeune, je voulais avec une femme plus âgée. Et elle ressemblait un peu à ce personnage avec le même manteau. J'ai tellement emmerdé sur la couleur du manteau parce que c'était le même manteau. Et j'aimais bien cette femme. Et puis il y avait quelque chose, je sais pas, de ces femmes qui est fascinant. C'est fascinant, je veux dire. C'est fascinant. Après, être pour ou être contre, je sais pas, mais c'est fascinant. Et donc, c'est la maltraitance qui est insupportable. Mais sinon, je sais pas. Et en fait, donc j'étais fasciné par une femme qui est prise pour une prostituée, une femme, entre guillemets, d'un certain âge, c'est-à-dire pas une gamine, par un jeune mec. Et qu'est-ce que c'est que le désir à ce moment-là ? Et ensuite, donc, j'avais laissé tomber cet acte, et un jour, je l'ai fait lire à Vanessa, qui m'a dit « Putain, mais j'adore ce truc-là ».
Et j'ai écrit après complètement la pièce pour elle, oui. Voilà. En même temps, c'est une pièce sur les épreuves de la vie. C'est-à-dire qu'on a tous des épreuves dans la vie et vous les évoquez en filigrane dans cette pièce. Oui. Oui, ça met aussi un couple qui a vécu un drame et qui va s'en remettre en direct, là, devant les gens. Les épreuves, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est comme on les prend. Je pense je pense que on ne se réalise pas sans épreuve. On ne se réalise pas sans épreuve. On ne peut pas réaliser, en tout cas, on ne peut pas mettre en place notre potentiel sans épreuve. Elles sont obligatoires. C'est ce que vous avez fait. Je pense que je sais pas, après on a tous un niveau de résilience. Et puis il y a les autres. On se remet plus facilement d'une épreuve si on est aimé. C'est pour ça ça sert à ça l'amour. Ça sert à, peut-être au moment des épreuves, comme pour d'autres, ça sert à ça la foi. On peut pas juste avoir la foi quand tout va bien, c'est pas possible. Alors la pièce est écrite au départ, Samuel Benchetrit. Vanessa a voulu la jouer tout de suite parce que c'était presque son rêve de jouer au théâtre, mais elle trouvait pas de pièce. Oui, je sais pas si c'était son rêve, mais en tout cas moi elle savait que c'était important pour moi le théâtre. C'est exactement comme si j'avais fait un voyage qu'elle n'avait pas fait. Et que je lui parlais tout le temps de ce pays en disant c'est un pays magnifique, tu vas voir, le théâtre c'est un pays extraordinaire. Et elle me dit moi je rêve d'y aller, mais il faut y aller dans de bonnes conditions. À la bonne saison, au bon moment. Et puis là, cette pièce, tout de suite, elle m'a dit, oui, je veux faire ça, voilà. Et il faut savoir que cette pièce, c'était juste après le confinement qu'elle a été jouée, que la plupart des théâtres de Paris étaient vides, sauf Édouard VII avec votre pièce. Oui, mais il y a eu deux choses. Déjà, les gens, dans un premier temps, ont eu envie de voir Vanessa, bien sûr, parce que Vanessa, elle est aimée. Et ensuite, ils ont vu qu'elle était extraordinaire dans la pièce. Parce que sinon, ça aurait pas tenu longtemps. Et donc là, c'est comme tout ce que font ces artistes comme Vanessa, qui sont assez populaires, qui sont aimés, si en plus c'est bien, alors là les gens sont heureux et se bondissent pour l'applaudir. C'est fou l'amour qu'elle reçoit tous les soirs. Et moi d'ailleurs, je prends aussi quelques éclaboussures, j'aime bien. Oui, il y a un public de tous âges. Il y a des jeunes et des anciens. Voilà, et ça c'était formidable de voir que le public du théâtre privé comme ça, et Dorset, des fois il peut être un peu plus âgé que jeune. Et là c'est vrai que d'un seul coup ça a ouvert les portes à un autre public, c'était très agréable. Oui. Et en même temps, moi j'ai connu Vanessa Paradis avant vous, je me souviens l'avoir interviewée après Jo le taxi, dans les coulisses de Sacré Soirée. C'était sa première interview, elle avait 15 ans, toute timide, et elle n'imaginait pas le destin qui l'attendait. Je sais pas, après, on a vu l'autre jour, là, l'autre con, là, qui l'a interviewé, enfin, je crois qu'il est mort d'ailleurs, faut pas dire ça. Ladislas Lohoyos. Ladislas Lohoyos, oui. Un journaliste du Croisement du truc là, c'était dégueulasse. Et comme elle était mignonne, comme elle l'a remis à sa place, il disait, moi, j'aimerais bien que vous me fassiez du charme. Enfin, c'était horrible, quoi, un truc fou. Le mec fait ça aujourd'hui dans le tôle. Bref, en tout cas, il est radié de son truc, là. Oui, mais Vanessa, ce qu'elle a, et encore maintenant, c'est pour ça qu'il y a cette chose, et qu'elle a cette chose sur scène, c'est qu'elle aime les gens. Elle aime les autres, et il est hors de question qu'elle s'engage sur quelque chose qui ne sera pas... c'est-à-dire qu'elle est le porte-amour de quelque chose. C'est-à-dire si ça lui plaît, elle se dit ça peut plaire aux gens. Pas à tous les gens, elle aime pas tous les gens, mais en tout cas, ça peut plaire aux gens. Quand elle prépare, par exemple, ses concerts, moi je l'ai vu faire, elle veut vraiment faire un cadeau au public. Elle se dit, je veux faire un cadeau au public. Et les gens le savent. Voilà. Et alors, il y a justement, à propos de concert, elle a fait un album récemment. Et dans cet album, il y a 6 chansons de vous, dont celle-ci. J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent. Ça aussi, c'est un autre métier, Samuel Benchetrit, écrire des chansons. Oui. C'est très difficile d'écrire des chansons. Il faut se mettre dans un état d'esprit, c'est compliqué. Mais là, c'était très joyeux. Là, c'était très joyeux parce qu'en revanche, là, c'était sa partie, elle. C'est une grande professionnelle de ça. Moi, j'y connais rien. J'ai écrit des chansons comme ça pour elle et fait un peu de musique. Et puis, c'était très doux, c'était très beau de faire ça. Elle vous l'a demandé, parce que c'était pas évident pour vous d'écrire des chansons. Non, mais elle l'a pas demandé. Ça se fait naturellement. Exactement. Ouais, moi, ça m'arrive souvent de prendre une guitare, de jouer un peu, et puis, comme ça, en parlant, on écrivait. Celle-ci, je lui ai vraiment écrit comme un cadeau, quoi, un peu quelque chose comme ça, un peu comme un cadeau, quoi, comme une lettre d'amour, comme on écrit une lettre d'amour à quelqu'un. Alors, en coulisses, en revanche, c'est beaucoup plus tendu parce que vous avez le tract et les loges, les coulisses du théâtre d'Édouard VII, vous les appelez les coulisses de la mort. Les couloirs de la mort. Les couloirs de la mort.
Ouais, moi, Méloche, je disais la dernière fois, je suis à la conciergerie. Je suis Marie-Antoinette à la conciergerie. Non, parce que je dois me faire après, en plus, décapiter devant Place de la Révolution, devant je sais pas combien de gens. Non, mais c'est dur. En fait, on dit des conneries des fois, parce que le couloir de la mort, c'est évidemment que c'est plus difficile que ça. Bien sûr que non, c'est pas le couloir de la mort. Mais c'est tendu. J'ai le trac, quoi, voilà. Et puis l'acteur se demande ce que va penser l'auteur, à la limite, ou le metteur en scène. C'est une schizophrénie complète, oui, parce que c'est une schizophrénie, parce qu'en fait, l'auteur est très content qu'il y ait du monde, en tournée, par exemple, on a joué dans des salles très grandes, c'était plein. Mais l'acteur, il a peur de ça, donc. Oui, c'est une schizophrénie, mais c'est merveilleux en même temps d'assumer vraiment une sorte de folie, puisqu'on est tous fous. Là, au moins, il n'y a pas de problème. Mais oui, je sais pas. Il y a des soirs où je regarde pas du tout comme on est. Je suis plus metteur en scène du tout. Mais il faut que je ne sois pas du tout. Mais j'ai mon complice Gabor Assov qui est là pour aussi nous reprendre en main. Et puis il y a le début avant le lever du rideau, un petit bisou, qui est une tradition au théâtre. Charlotte de Turckheim, elle voulait avoir une fessée de la première personne venue. Serge Gianni, il tapait il prenait les baguettes de son batteur. C'est très spécial, il y a toujours des rituels. Oui. Moi, Jean-Louis Trintignant, il touchait les pieds de Roger Dumas. Oui. Ses pieds nus, c'était très joli. Oui, Vanessa vient m'embrasser avant de commencer, et puis j'essaie de prendre sur moi pour pas. Je peux pas trop faire ma gonzesse, quoi, parce que c'est quand même ma femme, donc il faut que je sois un peu le mec qui assure, mais des fois, j'étais pas très en forme, ouais. Moi, j'ai pas trop de rituels, mais j'ai une photo de mes enfants, voilà. Où j'aime bien penser à des trucs, je sais pas, des choses un peu légères, quoi. J'ai pas de technique, en fait, j'ai aucune technique. Et ça se passe au théâtre Édouard VII, d'ailleurs, où Guitry a joué plein de pièces. Et curieusement, la première pièce de Guitry qui a été jouée à Édouard VII en 1919 s'appelait Je t'aime. Ah, d'accord. Ça tombe bien, hein. Ah oui. Ah, j'ai vu l'affiche, oui. Alors, la seule chose, c'est que 20 représentations, c'est pas beaucoup. Vous auriez pu faire plus, parce que je pense que le public va répondre présent. C'est jusqu'au 20 mai, du mardi au samedi à 21h. Et c'est un événement. Oui, mais on l'a joué beaucoup, il faut que ça s'arrête à un moment. Vanessa, surtout, elle l'a joué depuis septembre, elle aura joué la pièce 250 fois. Ceux qui sont pas venus, vraiment, ils étaient malades, quoi. Oui. Hein, bon. Mais elle l'a joué beaucoup, puis à un moment donné, voilà, ça s'arrête, c'est comme ça. C'est dommage, parce que le théâtre, ça s'arrête, ça n'existe plus. Et ça n'existe plus, mais là, vous avez peut-être conservé une trace de ce spectacle, à l'inverse de vous. Oh oui, je vais le filmer, le spectacle, moi, un peu, pour avoir une trace, justement. Et l'avenir, maintenant, c'est continuer à faire du cinéma, du théâtre, des livres? C'est ça, un peu tout ça. On va refaire un film bientôt. Et puis, du théâtre aussi, des choses. Oui, bien sûr, oui. C'est toujours en mouvement, tout ça. Et avec ou sans Vanessa? Oui, avec ou sans. Moi, j'aime travailler avec les gens qui sont ma famille, mes enfants, ma femme, tout ça. Mais après, puis des fois, ils peuvent peut-être en avoir marre aussi un petit peu. Mais si c'est bien, je le ferai. Là, après maman, c'est sûr que c'est des rôles comme maman, c'est pas toutes les semaines, quoi. On le sait, voilà. Et il faut en profiter jusqu'au 20 mai au théâtre Édouard VII. Oui. Et puis, dans la journée, on lira les chroniques de l'asphalte numéro 4 chez Grasset. Oui. Merci Samuel Benchetrit. Merci beaucoup à vous. Merci de votre franchise et de votre sens de la poésie et de l'humour. Merci, c'est adorable, merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.